Allez, comme chaque matin, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et aujourd'hui, cet invité, c'est Gaïd Minassian. Bonjour, vous êtes journaliste au Monde, docteur en sciences politiques et professeur à Sciences Po Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous m'entendez bien? Bonjour. Parfait. Bonjour. Vous venez d'écrire ce livre, Les Sentiers de la Victoire aux éditions Passé Composé. Le sous-titre de cette étude, c'est cette question: peut-on gagner la guerre? En gros, vous analysez les conflits par étapes, par les chemins qu'ils prennent. Ils sont parfois les mêmes, d'autres fois ils diffèrent complètement. Les protagonistes, leur motivation évolue selon les époques, mais toujours avec un seul but, c'est celui de remporter la victoire. Alors pour commencer, je vais vous poser la question de votre livre. Est-ce qu'on peut gagner une guerre aujourd'hui? La réponse est sous-entendue dans le titre. A priori, j'ai envie de dire que non, dans les conditions actuelles, non. Pour un tas de raisons. Les guerres sont par exemple de moins en moins entre les États et de plus en plus à l'intérieur des États. Et ce qui complique la donne, parce que lorsque les guerres sont entre les États, eh bien, vous avez un code qui oblige les États à respecter certaines normes. Or, dans les conflits à l'intérieur des États, ce qu'on appelle infra-étatiques, les acteurs ayant changé d'identité, ils ne sont pas amenés à respecter ces codes, ces règles, et d'ailleurs font tout pour ne pas les respecter, et ça change complètement la configuration, la tournure des événements et la réalité sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle de guerre sans fin, de guerre sans victoire, sans paix, des guerres qui s'éternisent et qui finalement reposent la question de la victoire, parce que même dans une guerre interétatique, la victoire pose problème parce qu'on est resté dans le schéma 1945 de la victoire. Or, un monde est tombé, un autre apparaît, et on n'a pas de nouvelle conception de la victoire. Donc, il est très difficile de mener une guerre, mais ça, j'ai donné qu'un exemple, il y en a tant d'autres, très difficile de mener une guerre jusqu'à son aboutissement logique, qui est la victoire, non pas totale, mais la plus authentique, la plus évidente. Et oui, c'est là que le problème se pose sur, mais alors si on ne peut pas remporter la victoire, à quoi ça sert de faire la guerre? Oui, la liste des pays en guerre et sans victoire, sans résolution du conflit, elle est longue. Là, en ce moment, justement, il y a la Libye qui fait l'actualité, mais il y a aussi le Yémen, la guerre que mène la France au Sahel, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak. C'est quoi la principale cause d'absence de victoire sur ces terrains? C'est le combat contre une idéologie sur un territoire trop vaste à couvrir ou une mauvaise analyse de la géopolitique locale avant d'intervenir? C'est un peu tout ça à la fois, mais globalement, je dirais plutôt que c'est un système international qui est en train de se liquéfier, qui est en train de se décomposer sous l'effet de différentes forces et de lignes de force. Et cela se traduit par des guerres d'un nouveau genre, par exemple des guerres d'extraction sociale, des guerres d'impuissance, des guerres qui fondent et de plus en plus de sociétés totalement désinstitutionnalisées et qui deviennent des sociétés guerrières, où les acteurs captent leurs propres ressources pour continuer la guerre. Donc, vous avez un système international défaillant, vous avez des États faillis, des États qui perdent de plus en plus toute capacité de tenir un contrat avec leur population et qui finalement en viennent à se déconstruire de l'intérieur. Et je dirais que c'est la principale raison. Et là-dessus, sur ce système international qui est en pleine perte de vitesse, eh bien, vous avez d'autres raisons, d'autres facteurs, l'idéologie, le trafic, l'intervention régionale d'une puissance qui a intérêt à ce qu'une guerre ait lieu, etc. Et donc, tout ceci vient de se greffer sur un système international défaillant et se traduit bien par des conflits sans fin. Et puis on a des pays qui préfèrent utiliser des mots comme opération ou intervention au lieu du mot guerre. Pourquoi? C'est cosmétique? C'est pour faire un peu moins peur aux populations de ces pays engagés?
Il y a un peu de ça où effectivement le mot guerre fait peur, mais pourtant on l'utilise à satiété, on l'utilise à tort et à travers, jusque dans l'expression guerre contre le terrorisme, qui est un oxymore absolu. On ne fait pas la guerre contre un réseau social, on ne fait pas la guerre contre un mode opératoire, on ne fait pas la guerre contre une tactique. Je veux dire, et pourtant on utilise le mot guerre contre le terrorisme ou guerre contre la terreur. Et puis de l'autre côté, effectivement, vous avez raison de préciser que opération, intervention, ça passe mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que le résultat est là, que l'efficacité est là, mais qui dit guerre dit forcément résultat et victoire. Une intervention, ça peut durer, vous voyez. Une opération, ça peut durer 6 mois comme des années. Et ça, le politique cherche à mettre, à utiliser ce type de terme pour justement cacher une forme de réalité. Mais en fait, il est rattrapé par son propre habitus, sa propre caractéristique qui est d'avoir des résultats immédiats. Et c'est pour ça que les politiques parlent de victoire plus facilement que les militaires, alors que la victoire est au départ un concept militaire, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, s'est étendu au-delà de la sphère militaire et bien gagne la sphère politique, voire la sphère sociale. Et donc, le politique veut la victoire tout de suite, alors que le militaire est beaucoup plus prudent. On devrait les écouter davantage, d'ailleurs, les militaires, puisque dans l'affaire libyenne, des militaires français cherchaient à faire comprendre aux autorités politiques qu'il ne fallait pas aller en Libye. Idem pour les États-Unis avec l'Irak. Et le résultat, eh bien, c'est la catastrophe en Libye, c'est une catastrophe en Irak, on a vu. Et au Mali, on a la même situation. Au mois d'octobre, l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, disait octobre 2013. Donc quelques mois après l'intervention française au Mali. Donc à l'époque, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, disait on a gagné. Et on a gagné quoi? On y est 7 ans après. Donc où est la victoire dans ce cas-là? Et je prends l'exemple de Le Drian, mais je peux avoir d'autres exemples avec Rumsfeld et Bush pour l'Irak. Finalement, la seule victoire possible dans les conflits d'aujourd'hui, est-ce que finalement c'est pas la gloire? Est-ce que la vraie victoire d'aujourd'hui, c'est pas finalement une propagande réussie, ce qu'en pense l'opinion publique d'un pays, plutôt qu'une victoire sur le terrain? Alors c'est une question hyper intéressante que vous posez, parce qu'effectivement dans les démocraties, les opinions publiques pèsent pour déterminer si telle situation ouvre la voie à une victoire ou pas. Tout dépend du récit et tout dépend de celui qui détient, qui contrôle ce récit. Si vous avez un récit qui tient la route et qui vous amène à convaincre des opinions publiques, vous pouvez éventuellement parler de victoire. Mais c'est un leurre, en fait. C'est un leurre, pourquoi? Parce que la réalité vous rattrape. Dans la guerre du Vietnam ou dans d'autres guerres, le politique disait souvent la victoire est là, elle est au bout de la rue. On parlait de victoire à partir du body count au Vietnam, et on a vu, et tout le narratif tournait autour de ça. Et finalement, on a même nourri les opinions publiques américaines autour de la victoire. Et puis après l'offensive du Tet qui a échoué, 68, eh bien là, on s'est dit, mais la réalité n'a rien à voir avec le narratif. Et c'est là tout le problème pour nos démocraties. Encore aujourd'hui, il ne faut pas rester dans l'idée d'un narratif, d'un récit qui viendrait, et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle aussi aux États-Unis les strategic narratives, qui viennent en fait habiller comme un prêt-à-porter, habiller une réalité juste pour l'intérêt d'un discours idéologique. Et c'est un des principaux soucis du militaire, c'est d'éviter ces récits, d'éviter ces narratifs qui viennent masquer la réalité sur le terrain. Et donc il n'y a pas de victoire, ni gloire, etc. Bien sûr, la gloire fait partie de la victoire, mais à l'époque, aujourd'hui on cherche, et comme on n'obtient pas de victoire au sens où moi je l'entends, et pas que moi d'ailleurs, mais finalement on devrait plutôt parler de succès, d'avantage, comment dirais-je, d'un premier pas, mais pas de victoire. Surtout pas de victoire. Mais c'est difficile d'éviter la guerre. On peut, malheureusement, on ne peut parfois pas obtenir de victoire, mais la guerre, elle est indispensable quand un pays est menacé. C'est tout le problème, justement, et là, c'est une bonne question, mais moi, si j'ai fait allusion dès le départ dans mon ouvrage à Hector et à l'Iliade, c'est pas par hasard, c'est que
Hector, justement, incarne ce que vous dites. Il veut éviter la guerre. Et il fait tout pour éviter la guerre. Et une fois qu'il est pris dans le jeu, eh bien, il y va. C'est pas un pacifiste, c'est pas un non-violent, Hector. C'est quelqu'un qui est dans la prévention. C'est quelqu'un un homme de paix, de sagesse, de lucidité. Et lorsque Achille le tue et attache son corps à son char, eh bien, il souille non seulement un humain, le chef de l'armée troyenne, mais il souille aussi la sagesse, la raison face à la guerre, hein, c'est bien il ça. Il souille l'idée que, oui... Merci beaucoup Gaïs Minassian, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est accordé et on a un petit peu de décalage, pardon. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Les Sentiers de la Victoire. Peut-on encore gagner une guerre? C'est chez Passé Composé, c'est très complet, ça pourrait bien faire référence à la matière. Rien que la bibliographie fait 19 pages, c'est extrêmement complet, c'est sorti au début du mois. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.